David Shapira, bonjour. Bonjour Claudine. Eh bien, écoutez, on est ravis de vous avoir à nouveau dans nos studios pour nos auditeurs, les auditeurs et auditrices d'Alliance. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de trois sujets très importants qui font la une, évidemment, de tous les médias, à savoir l'accord quasiment accepté à 98%, ce qui est une avancée extraordinaire, du Hamas, en premier lieu. Donc, on va déjà en parler, puis nous parlerons ensuite des deux autres sujets qui me semblent extrêmement importants aussi. Alors, dites-nous un petit peu, en quoi consistent les 2% manquants ? Parce que les 98%, je pense que tout le monde est au courant, mais qu'est-ce qui manque pour que l'accord soit effectif à 100%? Bon, alors il faut déjà commencer par le fait qu'au début du mois d'août, nous étions tous euphoriques car nous entendions parler d'un accord qui a d'ailleurs été élaboré par Witkoff, l'émissaire de Donald Trump, et qui disait grosso modo que Israël et le Hamas arrivaient à un espèce de cessez-le-feu pendant 60 jours. Tout à fait. 10 otages étaient libérés, 8 au début des 60 jours, 10 otages vivants, pardon, 8 au début et 2 à la fin, ainsi qu'environ une quinzaine ou 18 cadavres qui seraient aussi libérés. Et au terme des 60 jours, eh bien, il y aurait un accord définitif, cette fois-ci, pour un cessez-le-feu. Alors, au départ, comme je l'ai dit, nous étions tous euphoriques au début du mois d'août. Voilà, nous pensions que ça y est, c'était au début du mois de juillet plutôt, oui, et nous pensions que c'était sur le point d'être signé. Et puis il y a eu cette campagne calomnieuse lancée par le Hamas sur la famine, la prétendue famine qui se propage dans la bande de Gaza. Et fort de cette campagne et du dénigrement d'Israël, le Hamas a tout simplement quitté la table des négociations. Alors pourquoi ils se seraient sabotés eux-mêmes? C'est ridicule. Voilà. Et donc le cabinet israélien s'est réuni en disant, puisque c'est comme ça, puisque le Hamas n'est plus prêt à négocier, eh bien nous allons prendre la décision de reconquérir. Je vous signale qu'on était déjà dans la bande de Gaza, je vous signale que l'hôpital Shifa nous est familier, on connaît tout ça, je vous signale que nous étions déjà. Donc nous allons reconquérir la ville de Gaza et ce qu'on appelle les camps réfugiés du centre de la bande de Gaza, car c'est maintenant que dans cette portion de la bande de Gaza, qui est environ 25%, où se trouvent les dernières forces du Hamas. Et donc nous allons enfin réaliser la promesse de notre Premier ministre d'annéantir, d'annihiler, ne souriez pas, les forces du Hamas. La victoire complète, voilà. je répète. Voilà. Et donc fort de cette décision, Benyamin Netanyahou avait annoncé que c'en est bientôt fini du Hamas et que ça y est, nous allons terminer cette guerre, sachant évidemment que le prix à payer était la vie des otages qui étaient, on peut le dire, condamnés. Bien, entre-temps... qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le retournement de cette situation? Les intermédiaires, ce qu'on appelle l'Égypte, le Qatar et le Dubaï, ont exercé une très très forte pression sur le Hamas et ils ont fait comprendre que la situation irait en s'empirant et cette fois-ci c'était à cause du Hamas qui refuse. Bien sûr. Et ce que je voulais dire, c'est que Netanyahou évidemment avait déclaré suite à cette décision qu'il n'y aurait plus d'accord partiel. Oui, un accord global. Mais tout à fait. Il y aurait maintenant un accord définitif. Alors il faut expliquer les deux. Définitif, ça veut dire que le Hamas accepte d'être désarmé. Accepte. Alors, si vous voulez, le Hamas devait accepter 5 conditions, c'est-à-dire rendre tous les otages, évidemment, quitter la bande de Gaza. La bande de Gaza serait désarmée, une force internationale viendrait et essaierait de gérer la bande de Gaza. C'est à peu près les points principaux que Netanyahou avait établi pour un accord définitif. Et puis là, coup de théâtre. Justement, c'est ça qui est étonnant. Il y a 2 jours environ, les intermédiaires, je parle du Qatar et de l'Égypte, exercent donc une pression très très forte sur le Hamas. Et là, exige du Hamas une réponse dans les 24 heures. C'est-à-dire pas une réponse qui dure une semaine en disant au Hamas, voilà, c'est la der des der, c'est la dernière occasion d'essayer de trouver un arrangement qui va éviter des morts et encore une fois une destruction de ce qui reste de la bande de Gaza. Et le Hamas dit d'accord avec
comme vous avez expliqué, 98% de oui, il reste encore 2% de différence. Alors, c'est quoi les 2%? Oui, justement, alors, c'est plus important. Les 2% concernent deux ou trois points principaux. Tout d'abord, d'après la proposition de Witkoff, 8 otages vivants devaient être libérés les premiers jours, la première semaine, et deux au bout de 60 jours, 2 otages vivants. Israël exige 10 d'un coup. 10 d'un coup. Et 18 otages malheureusement décédés, assassinés, tués, qui sera rendu. Deuxièmement, c'est le point d'achoppement ce qui concerne ce qu'on appelle le périmètre. Périmètre, c'est cette zone qui pour Israël, doit être d'1 kilomètre, 1 kilomètre 200, tout autour de la frontière donc, de 48, voilà, qui doit être complètement vide de tout habitant. Un no man's land. Voilà, vide de tout habitant. Et dans cette zone, si un Palestinien se rapproche, un Gazaoui, il est abattu sur le champ. Donc, Israël a exigé cette zone de sécurité entre 1 km et 1 km 200. Le Hamas, lui, demande que 800 mètres, au maximum 1 km. Voyez, pourquoi? Parce que pour le Hamas, le pire, c'est que l'État d'Israël s'accapare un territoire qui appartient aux Palestiniens. D'accord. Donc, quand on fixe une zone de sécurité, ça veut dire que ce territoire n'est plus aux mains des Palestiniens et du Hamas. Mais en quoi le Hamas doit exiger quoi que ce soit, puisqu'il est censé partir de Gaza? En quoi cette partie-là l'intéresse? Alors pour l'instant, la partie définitive doit être, encore une fois, délibérée pendant les 60 jours. Là, vous arrivez déjà aux conclusions. Oui, évidemment. Là, vous anticipez, vous êtes trop rapide. Et le troisième point qui fait partie des 2%, parce que vous m'avez demandé la question, concerne le nombre de terroristes qui ont été condamnés à mort, donc qui ont vraiment du sang sur les mains. Il doit être libéré, parce que n'oubliez pas quand même que... Oui, il y a toujours une contrepartie, n'est-ce pas? Il y a des assassins qui doivent être libérés des prisons israéliennes. Bien sûr. Donc au départ, on s'était mis d'accord sur le nombre de 200 terroristes qui seraient libérés, qui ont eu des condamnations à vie, une ou plusieurs, et Israël dit 150 seulement. Donc voilà, 150 terroristes et pas 200 qui seront libérés. Oui, enfin bon, ça c'est des calculs d'épicier, franchement. Oui, non, mais on parle de grands terroristes qui ont tué. C'est pas évident d'être une famille de victimes et qui voit 20 ans, 30 ans après le terroriste avec... je pense qu'Israël est déjà habitué. Avec un V, oui, mais c'est pas... Il y a par exemple des prisonniers qu'on ne veut pas libérer. Je fais référence à Marwan Barghouti qui est un symbole. Oui. Tout à fait. Donc là-dessus, par exemple, ça peut être un point d'achoppement. Mais alors, ce que je veux dire quand même, c'est que là maintenant, on assiste à un genre de bégaiement, parce que Netanyahou avait promis au peuple que ça y est, maintenant c'est fini les accords partiels, c'est fini les accords intérimaires, temporaires, et que maintenant on va vers la solution et qu'on va éradiquer le Hamas. Puis maintenant, il n'y a plus rien. Changement de cap. Netanyahou serait prêt, enfin il ne le dit pas officiellement, mais il est prêt évidemment encore à négocier. Un accord encore partiel avec le Hamas, sachant qu'on est encore très loin d'avoir éradiqué le Hamas. Et Smotrich et Ben Gvir, évidemment, font pression en disant que si c'est comme ça, ils n'ont plus rien à faire dans le gouvernement, mais on sait très bien que Smotrich et Ben Gvir ont tellement menacé et tellement peu passé à l'acte que ça fait sourire. Oui, ça fait sourire. Alors, une petite question. Il semblerait que ces terroristes condamnés à perpétuité à plusieurs reprises ne resteraient pas à Gaza et devraient donc être évacués. Dernière question sur le sujet. Êtes-vous au courant de cette... Alors, je sais, on n'a pas tous les détails parce que pour l'instant, évidemment, on n'a pas encore la liste définitive des terroristes. Je pense que c'est encore trop tôt et les négociations vont reprendre. Bien sûr. Elles ont cessé, elles vont reprendre. Alors, je voudrais parler, si vous le voulez, sur les manifestations concernant les otages. Alors, je voudrais attirer votre attention sur un point qui me semble extrêmement sensible. Je me suis rendu compte au fur et à mesure avec les réactions, les commentaires sur les différents réseaux sociaux, que parler aujourd'hui des otages, veut dire tout simplement que nous sommes de gauche. Alors, ça me dérange énormément. Parce que si vouloir sauver nos otages, c'est être de gauche, alors nous ne valons pas grand-chose. Bon, d'accord. Alors, vous avez raison. Donc, je comprends que vous n'êtes pas de gauche et que vous voulez sauver les otages, qui est quand même une nuance importante. Merci, Claudine. Oui, c'était en fait une question de temps.
jusqu'à ce qu'on commence à désigner les familles des otages comme les responsables de la catastrophe du 7 octobre. Exact. C'était juste une question de temps jusqu'à ce que le camp pro-bibiste accuse les otages d'être eux-mêmes avoir été otages et de s'être fait enlever dans leur maison. Parce qu'en fait, si vous voulez, la question des otages, c'est le révélateur de la fracture israélienne, il faut le dire. Non, mais c'est plus que ça. C'est le révélateur, en fait, de l'échec monumental et de notre faillibilité, de notre faiblesse, et surtout de celle du gouvernement qui était en place au 7 octobre. Peu importe d'ailleurs n'importe quel gouvernement, c'était lui qui est en place. Et en fait, la famille des otages rappelle sans cesse à tous ceux qui sont encore au pouvoir politiquement, parce que les principaux chefs de service de sécurité ont quitté leur poste, chef d'état-major et le Shabak, etc. Mais là, au point de vue politique, personne n'a démissionné en disant « nous avons échoué dans la conception, en pensant donner au Hamas ce qu'il voulait le pouvoir et les financements, en laissant le Hamas s'enrichir, en le laissant prospérer, en le laissant construire. » Bien sûr. Vous savez beaucoup de choses. Et donc, les familles des otages qui tentent de ne pas rentrer dans le jeu politique, et d'ailleurs c'est très important pour eux, pour justement essayer de fédérer le plus possible de personnes, eh bien en fait c'est le miroir du terrible échec de ce qui s'est passé le 7 octobre. Et plus ils seront présents, et plus ils rappellent encore une fois ce qui s'est passé le 7 octobre, ce qui essaye d'oublier ou de faire oublier ce gouvernement qui aurait dû démissionner en masse, qui aurait dû quitter la tête baissée après ce qui s'est passé le 7 octobre. Et là, il y a une polémique aussi sur les réseaux sociaux, beaucoup dans le monde francophone, en disant, vous voyez, les manifestations, plus on manifeste et plus on augmente les exigences du Hamas. Alors, c'est possible, hein, c'est tout à fait possible. Mais qu'est-ce qu'il faut faire après 685 jours? C'est ça, il ne faut rien dire, si ces personnes-là qui critiquent les manifestations avaient eux-mêmes des membres de leur propre famille qui est otage, ils feraient rien, ils attendraient. Je pense, enfin c'est mon avis, que si ces familles d'otages maintenant commencent à vouloir bloquer la vie normale du pays, manifester publiquement et en grand nombre, c'est parce qu'ils ont pris conscience que le gouvernement ne ferait rien, justement, pour essayer de sauver les derniers otages qu'il y a à sauver. Et il me semble que c'est une défiance de la part de ceux pour qui les otages sont une tâche, sont une mission première. Vous savez, c'est pas... On dit souvent, oui, on fait la guerre, bon, il faut sacrifier les otages. Mais l'État d'Israël a été créé juste pour assurer la sécurité et la protection des Juifs. C'est Eretz Miklat, c'est-à-dire une terre de refuge. Or, si nous laissons tomber les otages, en fait, c'est une reddition et c'est tourner le dos aux valeurs suprêmes et fondamentales qui ont permis, qui ont aidé à la création de ce pays. Donc, si vous voulez, c'est une trahison aux valeurs intrinsèques du pays. Et ceux pour qui le sort des otages n'est pas important, ben, ils trahissent la vocation d'Israël. Et en fait, la raison d'être de l'État d'Israël même n'existe plus. Voilà. Ce sera un pays comme les autres, aussi cruel que les autres, aussi cynique que les autres. Et c'est pas pour ça qu'on a créé l'État d'Israël. Entièrement d'accord. D'autant, et je voudrais finir sur ce sujet, qu'un certain ministre, que je ne nommerai pas, a précisé que les otages étaient finalement que des prisonniers de guerre. Là-dessus, évidemment, je m'insurge. Les otages ne peuvent pas être des prisonniers de guerre. Oui, on ne va pas non plus commenter toutes les imbécilités que les ministres disent. Absolument. Mais c'est scandaleux. Des heures de radio ne suffiraient plus. Oui, absolument. Alors, nous allons parler d'un autre phénomène de société, du moins quelque chose qui commence à agiter la communauté francophone, celle qui vit en Israël depuis pas mal d'années. Eh bien, la menace de la fermeture pure et simple du consulat français à Jérusalem. Que se passe-t-il dans les hautes sphères, cher David? Alors, il faut savoir que la France, diplomatiquement, a établi ici un statut particulier. Déjà, juste, je vais un petit peu, en une minute, exposer très, très simplement. Il y a, si vous voulez, au sein de l'État d'Israël, des territoires qui appartiennent à la France, qui sont complètement français. Et que la France considère faire partie de la législation française, même si c'est pas une forme de exact. Colonisation, en quelque sorte. Alors, pour ne pas les citer, non, ce sont des territoires qui ont été achetés légalement.
qui ont été donnés par l'Empire ottoman, par le sultan ottoman à la France. Je parle évidemment de Abou Ghosh, d'une église qui s'appelle Paternoster sur le mont des Oliviers. Il y a aussi le tombeau des rois qui suscite une polémique à Jérusalem. Et le consulat à Jérusalem qui considère ce consulat qu'il a un statut particulier et qu'il est comme un genre d'ambassade, puisqu'il n'est pas dépendant de Tel Aviv, de l'ambassade israélienne à Tel Aviv, et qui a pour vocation, entre autres, de s'occuper aussi des Palestiniens en territoire palestinien et des Français qui vivent en territoire de Judée-Samarie, qui sont les mêmes territoires que Judée-Samarie qu'on peut appeler palestiniens, Cisjordanie, etc., tout ce que vous voulez, territoire libéré ou occupé, peu importe. Et donc ce consulat jouit d'une forme d'indépendance, si vous voulez, diplomatique, et ça a toujours énervé le monde francophone, les Français, et à juste titre. Et la France s'octroie le droit d'avoir 2 ambassades, si vous voulez, une pour la Jérusalem-Est, même si le consulat est placé à côté du King David et les Palestiniens, et l'autre ambassade à Tel Aviv, qui n'a pas le droit d'ailleurs de s'occuper de Jérusalem et territoire. Bon, nous sommes en pleine crise diplomatique avec la reconnaissance, la volonté de reconnaître l'État palestinien. Les relations avec Macron deviennent de plus en plus difficiles, compliquées et je dirais même tiennent à l'agressivité. Notre ministre des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, vient de déclarer qu'il souhaiterait fermer le consulat de Jérusalem, ce qui, pour ma part, me semble un peu difficile parce que c'est quand même le consulat est quand même un territoire français, une administration française, et l'ambassadeur de France en Israël, M. Journès, a déjà annoncé ce matin à Galei Tzahal que cette décision, si elle était appliquée, ne resterait pas sans effet ni sans réaction de la part de la France. Donc ça veut dire que les relations vont s'envenimer avec évidemment des répercussions. Absolument, et sûrement des actions qui vont être entreprendre. Mais je voudrais juste peut-être terminer par une publication de notre amie Daphna Poznansky, qui s'occupe beaucoup des Français à Tel Aviv et ailleurs, qui a cité un texte d'un monsieur Assus, Winston Assus, qui est délégué consulaire à Jérusalem, et qui dit la chose suivante. Il dit que la probable fermeture du consulat de Jérusalem va priver au moins 50 000 Français compatriotes qui vivent à Jérusalem et qui ont besoin de ce consulat pour gérer leurs documents, que ce soit des cartes d'identité, des passeports, que ce soit des extraits de naissance, que ce soit des droits à la retraite. Pour apostiller les documents, absolument. Et il me semble qu'avant de faire ce genre de déclaration, Gideon Sa'ar devrait vérifier l'impact. Devrait peut-être prendre précaution de tous ceux qui habitent à Jérusalem et autour de Jérusalem et qui vont être privés de services dont ils ont besoin, de services juridiques par rapport à la France, et qui seraient peut-être obligés d'émigrer vers Tel Aviv à chaque fois, sachant que la route de Tel Aviv à Jérusalem, elle fait peut-être que 65 km, mais il y a énormément de bouchons. Bon, il y a le train, mais même le train en ce moment, il déraille un peu à cause d'incidents de câble. Donc je pense que c'est une déclaration empirique, on va dire. Je ne pense pas qu'elle sera suivie de conséquences pratiques. C'est juste une déclaration pour exprimer le mécontentement tout à fait justifié d'Israël. Mais l'ambassadeur de France, qui est un homme remarquable, très sensible à l'antisémitisme et très sensible à ce qui s'est passé lors de la Seconde Guerre mondiale. On a, je crois, un très très bon ambassadeur de France en Israël. Une personne extrêmement sensible, extrêmement empathique. Et il a dit la chose suivante. Et il a dit que les désaccords en diplomatie se jouent en secret. Voilà, et s'expriment en secret, comme pour dire en diplomatie, le linge sale, on le lave en famille. Et c'est sur ces mots que je terminerai. Claudine, en souhaitant le retour rapide de tous nos otages le plus vite possible. Shalom, shalom. Merci beaucoup, cher David, et j'espère vous revoir très rapidement dans nos studios. Bonne journée. Merci, shalom.